Alors bonjour. Donc moi je vais faire une présentation qui touche beaucoup moins à mes domaines de recherche que l'intervenant précédent. Je suis chercheur en environnement informatique pour l'apprentissage humain, donc c'est pas de ça que je vais parler, mais c'est plutôt des réflexions que m'ont mené à avoir mes compétences informatiques dans le cadre de mes pratiques. Alors, je ne suis pas du tout issu du domaine de l'éducation nationale, donc je connais moins bien votre contexte, mais en me documentant un petit peu, j'ai vu que dans l'émission, dans la circulaire d'orientation de préparation de la rentrée 2013 du bulletin officiel, il y avait toute une partie sur la citoyenneté, et donc autant je ne compte pas du tout remettre en question ce qui a été dit là, mais je voudrais poser la question de savoir si finalement, dans le cadre de l'éducation aux médias et de la création de citoyens avec un esprit critique sur le monde qui les entoure, est-ce que l'informatique n'a pas quelque chose à faire dans cette liste de matières? Donc, la question que je me posais, c'était qu'est-ce qu'il y a comme outils qui sont disponibles pour les élèves pour comprendre les réseaux sociaux? Et donc il y a bien sûr, pour ceux qui sont passionnés, il y a de la presse spécialisée et tout ça. Et puis il y a aussi la presse généraliste. Et alors moi, ce qui m'a donné l'idée de cette communication, et quand on parlait tout à l'heure d'espace qui est laissé à la réflexion et tout ça, c'est un article qui m'a assez énervé au printemps dernier et qui était l'article suivant. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire-là. Il y a la responsable de communication du musée du jeu de paume qui avait proposé une photo de nu qu'ils allaient présenter dans leur collection sur leur page Facebook. Et cette photo a été censurée. Alors là, c'est un article de Libération Next dans la rubrique sexe et genre, donc c'est branché, c'est des gens qui connaissent les technologies et tout ça. Et l'article tient en fait en les réactions outrées de la personne qui a fait ce partage. Alors je ne lui nie pas le droit d'être outrée, elle avait toutes les raisons d'être outrée. Et quand on parle de temps pour la réflexion, en fait c'était du recueil de questions à chaud, et qui ne prenait pas du tout de distance par rapport à ce que disait l'intervenante. Et donc l'intervenante, elle trouvait que elle allait plus mettre de nu et c'était pas de l'autocensure, mais que maintenant ils vont décrire les images, ils vont voir ce qu'ils vont voir, ça va être beaucoup plus choquant. Et puis surtout, c'est ce témoignage-là, c'est cette phrase-là qui a été d'ailleurs reprise comme titre de l'article. Derrière tout cela, il y a un fondamentalisme obsolète, une sorte de radicalisme religieux qui ne veut pas de la nudité, surtout pas de celle des femmes. Comme par hasard, c'est toujours le corps des femmes, avec le corps des femmes que l'on a des problèmes. Et donc c'est ça qui est imputé à la décision de Facebook de censurer cette photo. Et puis il y avait un petit témoignage à côté duquel j'étais un peu passé, je dois dire, et le journaliste aussi, c'est que finalement elle pose quand même de bonnes questions, mais auxquelles personne ne répond à aucun moment dans l'article, ni dans les jours qu'on suivit. Enfin, je n'ai pas eu l'impression, j'ai peut-être raté des choses, mais donc sur ces grands réseaux, il y a des outils de contrôle non identifiés qui font peur. Et donc là, oui, la question c'est aussi qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que cette photo qui a été postée par le musée du jeu de paume a pu terminer censurée? Donc, moi qui étais de la même manière outré qu'on dévoile la cause féministe en l'appliquant à des cas où, à mon avis, elle n'était pas en cause, je me suis dit, ouais, mais Facebook, ils ont un problème avec la nudité tout court. C'est pas le corps des femmes qui leur pose problème. Si on met des corps d'hommes, ils vont censurer de la même manière. Alors mon intuition, c'était que Facebook, il y a plus d'1 milliard d'utilisateurs. S'il y a 1% des utilisateurs qui postent une image par jour, et je pense qu'il y en a en moyenne beaucoup plus qui sont postés, ça fait quand même 10 millions d'images par jour qu'il va falloir modérer.
Et donc, ils fournissent un service numérique et eux, dans leur conception du service qu'ils fournissent, ils se disent qu'ils doivent modérer les contenus. Et c'est comme c'est un service numérique, c'est un service qui est gouverné par ce qu'on appelle des algorithmes. Donc, alors je présente ça un peu comme si c'était une expérience scientifique, hein, ne vous faites pas avoir, c'est pas parce que je fais de la recherche par ailleurs et que je fais une métaphore scientifique que c'est de la recherche scientifique, c'est vraiment plutôt un questionnement qu'on pourrait avoir. Mais donc, pour avoir ce questionnement, comme c'est gouverné par des algorithmes, on va se poser la question de ce que c'est qu'un algorithme. Donc, il y a un rapport de l'Académie des sciences qui est sorti en mai 2013 et qui s'intitule « L'enseignement de l'informatique en France, il est urgent de ne plus attendre ». Ils expliquent que même si ça évolue énormément, l'informatique elle repose sur certains concepts unificateurs, et parmi ces concepts unificateurs, il y a la notion d'algorithme qui est à l'origine de l'informatique, mais qui l'a précédée. Et donc, pour expliquer la généralité des algorithmes, nous expliquent les gens de l'Académie des sciences, il faut rappeler que de nombreuses questions qui se posent à nous et commencent par l'adverbe interrogatif comment, donc comment est-ce qu'on fait une addition, comment est-ce qu'on reconnaît un visage, etc., etc., et que les réponses qu'on va apporter à ces questions, ça va être des algorithmes. Et donc là, la question qu'on va se poser, c'est comment gère-t-on un réseau social d'1 milliard d'utilisateurs? Donc, eux, ils ont décidé de modérer ça. Et donc, comment est-ce qu'on va faire pour modérer ce réseau social? Alors, la première hypothèse que j'avais faite, c'était de me dire, bon, ben, dans Facebook, il y a un algorithme qui va permettre de reconnaître les visages. Une fois qu'on a tagué correctement quelques-uns de ses amis, on a la possibilité d'avoir des suggestions, tiens, est-ce que c'est bien lui et tout ça. Donc, je me suis dit, a priori... ils doivent être capables de faire un algorithme qui reconnaît les seins, les sexes et les fesses, qui sont les éléments de nudité qui vont poser problème. Donc, je vais vous montrer, pour ceux qui n'ont jamais fait de programmation, un premier algorithme. Donc, l'algorithme de modération que j'avais imaginé pour Facebook, c'était si une image contient des fesses ou... Alors, les 2 barres verticales, c'est dans certains langages de programmation, le ou logique est représenté par 2 barres verticales. Donc, si ça contient des fesses ou un sexe ou des seins, à ce moment-là, on va envoyer la photo à un modérateur. Donc, il y a quelques remarques à attendre. Je fais des hypothèses quand même là-dessus. Les algorithmes, ils peuvent être sensibles aux textures. Du coup, là, je me suis dit, si je mets... parce que je vais mettre quand même des œuvres d'art pour pas que ce soit de la pornographie. Peut-être que si c'est de la peinture, il repère moins, et que si c'est une photo, il repère plus. Donc, je vais essayer d'isoler cette variable en mettant de la photo, de la peinture et de la sculpture. Et puis donc, mon hypothèse, c'était qu'il y aurait autant de problèmes avec les corps masculins qu'avec les corps féminins. Et donc, je m'attendais à ce qu'il y ait des images censurées, autant chez les hommes que chez les femmes. Donc, j'ai posté sur mon mur les images suivantes. Et donc, une sculpture de chaque. Donc là, l'image n'est pas en entier. On voit mieux les parties quand on l'affiche en plein écran. Et donc ça, c'est les résultats de mon expérience. Il n'y en a aucune qui a été censurée. Ça, j'ai fait les saisies d'écran il y a 3 jours. Et donc, la première a été likée, comme on dit, par 5 personnes, masculines. Après, les autres masculines n'ont pas été aimées, alors que les images féminines ont toutes eu au moins 2 likes. Mais donc, il n'y a rien qui a été censuré. Du coup, pourquoi est-ce que j'ai ce traitement de faveur que n'a pas un musée ? Donc, les réponses, elles peuvent être multiples. Hein. C'est que l'algorithme de reconnaissance de nudité est nul. Alors, bon, ou alors c'est pas de bol pour le jeu de paume parce qu'il reconnaît pas si mal l'art. Pour moi, ça a marché, mais pour leur image, ça n'a pas marché. Ou alors, il n'y a pas d'algorithme de reconnaissance de nudité de Facebook, ça se passe complètement autrement. Et puis, peut-être que dans mon cas, le modérateur a fait son boulot, il a vu ces images, et puis il a dit « Ah bah oui, mais ça c'est des images d'art, il cite la source, tout ça, donc je les laisse. » Parce que, ouais, c'est... Ah mince, je croyais que j'avais mis une condition d'utilisation, ce sera dans un autre transparent. Donc, oui, il a peut-être fait son travail en regardant l'image que j'ai mise et puis en disant que c'était de l'art.
Et puis, peut-être qu'il a fait son travail aussi dans le cadre de la photo du jeu de paume, parce qu'ils ont un contrat. Facebook, c'est une entité économique qui dit à ses utilisateurs, vous pouvez venir utiliser le service qu'on vous propose, mais on met quelques consignes et règles à l'utilisation de notre service. C'est que vous ne publierez pas de contenu qui incite à la haine, à la violence, menaçant, à caractère pornographique, ou qui contiennent de la nudité. Ils disent là, dans leurs conditions d'utilisation, c'est vraiment que la nudité sous toutes ses formes. Donc peut-être que même que dans le contexte du jeu de paume, c'est juste qu'ils n'ont pas choisi le bon médium de communication parce que celui-là interdisait la nudité complètement. Et puis bon, après, je n'étais pas satisfait d'avoir comme information que j'avais aucune information sur comment ça se passait. Et j'ai regardé un petit peu mieux le site. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est pas un algorithme de génération, de reconnaissance automatique de la nudité, c'est le signalement par les autres utilisateurs qui décident de est-ce que le modérateur va avoir à se prononcer. Alors, moi, j'étais très flatté, ça veut dire que mes amis sont beaucoup plus éveillés sur l'art que les gens qui regardent la page du site du jeu de paume. C'était très flatteur. Ça veut dire aussi qu'il y a une ou plusieurs personnes civiles qui ont été choquées par la photo du musée du jeu de paume suffisamment pour aller signaler au modérateur de Facebook et aller regarder là-bas ce qui se passe. Je trouve que c'est pas terrible. Et donc, bon, la question qu'on peut se poser, c'est que peut-être que quand même, dans l'espace qui est fourni par Facebook, c'est un petit peu dommage que ça fonctionne exactement comme ça, parce que même s'il y a une signalisation avant que le modérateur tranche, il y a tout un processus qui va mener au travail du modérateur. Et donc, est-ce que c'est les règles du site qui doivent être changées, donc d'interdire la nudité, ou est-ce que c'est finalement les algorithmes, c'est-à-dire la procédure qui va être faite au niveau du site pour amener un modérateur à trancher et qui doivent être changés. Donc je mets le doivent entre guillemets parce que finalement c'est leur service, ils font ce qu'ils veulent avec, c'est pas une société publique et tout ça. Mais donc la question se pose quand même parce que dans leur standard de la communauté, ils disent qu'ils interdisent les contenus pornographiques et de nature sexuelle, etc. Machin. On impose des limites à l'affichage des parties du corps, mais on respecte le droit à publier des contenus de nature personnelle, qu'il s'agisse de photos, sculptures, etc. Et donc ils ont un peu merdé quand même par rapport à leurs standards sur le cas du jeu de paume. Mais la question, c'est comment est-ce qu'ils en sont arrivés à merder là-dessus. Et donc, on peut reposer le problème un petit peu autrement. Donc, les données, on sait qu'ils ont 1 milliard d'utilisateurs, c'est quand même pas rien à gérer. C'est une entreprise de service qui définit ces règles auxquelles ils imposent aux utilisateurs de souscrire, sinon ils ne leur donnent pas le service. Et la question va être de comment modérer les contenus, et on va proposer des algorithmes pour le faire. Alors, un deuxième algorithme, donc dans les éléments centraux de l'algorithmique, il y a ce qu'on appelle les structures de contrôle. Donc, je vous ai présenté la structure si alors tout à l'heure. Maintenant, je vais vous présenter la structure tant que, qui permet de faire ce qu'on appelle une boucle. Donc, tant qu'il y a des signalements, parce qu'il y a 1 milliard d'utilisateurs, donc il y a des chances qu'il n'y en ait pas qu'un seul à la fois, on va fournir au modérateur le signalement prioritaire. Et oui, parce que s'il y a une photo qui est signalée par 450 utilisateurs comme posant problème, peut-être que c'est plus urgent de s'en occuper que juste de la photo qui a été signalée par une seule personne. Et puis, tant qu'on en est à établir des priorités entre les photos à modérer, on peut se poser la question de quelles autres stratégies est-ce qu'ils peuvent mettre en place. Donc, FIFO, c'était pour caser un petit terme technique que vous pourrez ressortir dans les repas. Donc, c'est en algorithmique, en programmation, on a des stratégies pour définir les cas de ce qu'on va appeler des fils ou des listes, où on entre un ensemble de valeurs et puis où on en fait ressortir. Alors, il y a ce qu'on appelle la pile qui est en LIFO, last in, first out. Le dernier élément qu'on ajoute, on le dépile après. Et donc, il y a une stratégie standard qui est celle souvent qu'on emploie à la caisse du supermarché, qui est la structure FIFO, first in, first out. Le premier arrivé, il a préséance sur les autres, et puis c'est lui qui va sortir en premier.
Donc ça peut être ça l'unique stratégie, mais donc il y a le problème de 500 signalisations contre une. Donc peut-être que c'est la signalisation qui est demandée par le plus grand nombre, peut-être qu'on pourrait décider, ah bah oui, mais non, il faut faire un ratio, parce que s'il y a 1 million de personnes qui a vu le truc où il y en a 500 qui protestent, peut-être que vaut mieux passer d'abord par celui où il y en a 10 qui protestent, mais 10 qui l'ont vu. Donc ça peut être un ratio. Puis après, on peut se poser la question, ben oui, mais Facebook, ils ont plein d'informations sur qui sont les gens qui sont chez eux, et puis peut-être que de la même manière que le poste de police qui commence à connaître quelqu'un qui porte plainte toutes les 5 minutes, Facebook va pouvoir se dire, bah oui, on a tant d'utilisateurs, on sait qu'à chaque fois qu'ils font un signalement, on perd du temps à aller voir la photo et c'est toujours du n'importe quoi. Donc lui, on va pas forcément l'ignorer complètement, mais on va le mettre un petit peu plus loin dans la liste des éléments à traiter. Et puis après, il y a la question de... peut-être qu'ils sont même capables de savoir si un dénonciateur est probablement fiable ou pas, sans avoir de retour sur son activité réelle. Parce que oui, ils ont un certain nombre de moyens à leur disposition, et là je vais faire une parenthèse pour donner d'autres informations sur ce qui se passe dans le monde de l'informatique, dans le monde des big data. Et donc ça part d'un article qui a été publié par des chercheurs de Cambridge et de Microsoft Recherche et tout ça, donc c'est pas à part complètement de l'industrie, mais ils ont voulu montrer ce qu'avait Facebook dans leur base de données, ce qu'on pouvait faire avec. Donc en préambule, faut pas faire passer Facebook uniquement par des gens qui ne disent rien du tout. Ils disent des choses assez claires dans leurs conditions d'utilisation si on n'a pas la flemme de les lire avant de s'inscrire. C'est donc, bon, ils le présentent à leur avantage, mais on n'a pas de raison de penser que ce soit pas vrai. Donc pour présenter du contenu que vous trouverez intéressant, nous pouvons utiliser l'ensemble des informations que nous recevons à votre sujet pour publier des publicités plus adaptées à vos goûts. Oui, parce que des contenus intéressants, c'est des publicités plus adaptées à vos goûts. Et puis, dans les informations, il y a ce que nous pouvons déduire de votre utilisation de Facebook. Alors oui, ce n'est pas uniquement ce qu'on dit, c'est la manière dont ils peuvent interpréter ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et donc, ils donnent des exemples tout à fait anodins. Donc, ils fournissent aux agents marketing des catégories. Par exemple, s'il y a une personne qui aime la page Star Trek et qui mentionne la guerre des étoiles dans ce qu'elle va faire dans une soirée, ils vont dire elle aime bien la science-fiction et donc on va lui proposer des figurines machin parce que c'est des contenus qui l'intéressent et donc voilà. Donc, sachant qu'ils ont le droit de faire des corrélations entre les différents éléments de l'activité des utilisateurs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Donc, ces chercheurs, dont vous pouvez trouver les données à l'adresse ci-dessus, ils ont réalisé une application Facebook qui a été installée par 58 000 volontaires. Et ce que faisait cette application, c'est qu'elle allait récupérer dans le profil des gens tous les likes. Alors pour ceux qui n'utilisent pas du tout Facebook, dans Facebook il y a un bouton qui est pour chaque publication, c'est est-ce qu'on aime ce qui a été écrit. Il n'y a pas de bouton j'aime pas, mais il y a un bouton j'aime. Et donc on peut aimer le témoignage d'un ami, on peut aimer une page web, on peut aimer une marque, on peut aimer un artiste, on peut aimer plein de choses. Et donc en plus de recueillir 55 000 likes différents, donc c'est-à-dire 55 000 classes de likes. On va dire qu'un like, ça pourra être, là, dans ce cas-là, je ne sais pas quel artiste. Et donc, pour chaque like, ils ont eu plusieurs utilisateurs qui les a choisis, vu qu'ils ont en moyenne 170 likes par utilisateur. Et en parallèle de ça, dans leur application, ils ont fait passer des questionnaires aux utilisateurs pour avoir 100 variables, donc la variable de sexe et d'âge qui peut être donnée par Facebook, mais bon, là, ils leur demandent de dire peut-être que vous ne dites pas entièrement la vérité, donc on va essayer d'avoir la vérité. Là, le statut marital, l'orientation sexuelle, est-ce qu'ils utilisent des drogues, est-ce qu'ils boivent de l'alcool, quelle est leur religion, c'était fait sur des utilisateurs américains, donc ils pouvaient faire des stats sur l'ethnicité, les orientations politiques, etc. Et puis à partir de ça, ce qu'ils ont fait, ils ont fait une grande matrice de tous les likes possibles.
Et puis, en face de chaque like, ils ont croisé avec les variables qu'ils avaient ici. Et puis, ils ont essayé de voir s'ils pouvaient créer à partir de ça un modèle de prédiction. Donc, ils ont testé après leur modèle de prédiction et ils se sont rendus compte que sur le genre, ils avaient 93% de réussite. Sur l'ethnicité, ils avaient 95% de réussite. Sur l'orientation sexuelle, donc chez les hommes, ils avaient 88% de réussite, chez les femmes que 75%. Sur la religion, ils avaient 82% de réussite. Sur l'orientation politique, ils avaient 85% de réussite. Et puis, ils ont aussi essayé de tester des variables qui n'étaient pas des variables avec des modalités différentes, mais des variables quantitatives. Donc, ils ont essayé d'évaluer l'âge. Donc là, c'est pas le premier indicateur, c'est en gros un pourcentage de fiabilité de leur estimation. Le deuxième indicateur, c'est un taux de corrélation, et tous ceux qui mettent là, c'est des taux de corrélation qui sont très fortement significatifs d'après les standards en statistique. Mais donc la corrélation est plus ou moins forte. Et donc là, ils ont sur la satisfaction par rapport à la vie, ils sont pas très bons. Sur l'intelligence, ils ont quand même des indications, la stabilité émotionnelle, l'extraversion, etc., etc. Mais donc, ils arrivent à quand même inférer beaucoup de choses, rien que par rapport à ces likes. Ils regardent rien d'autre, parce qu'après, j'ai essayé de tester leur application pour voir ce qu'ils trouvaient par rapport à mon profil. Et comme j'ai pas de like, du coup, ils n'ont rien trouvé. Mais mais là, c'était le but de leur expérience, c'était qu'ils regardaient ce que pouvait donner comme information le fait de mettre un like. Mais ce qu'il y a, c'est que Facebook, ils ont des informations qui ne sont pas les likes. Et puis d'ailleurs, eux, ils n'avaient pas d'informations sur les gens qui n'avaient pas de like. Mais peut-être que Facebook, eux, ils peuvent croiser le fait de ne pas avoir de like avec d'autres variables. C'est-à-dire peut-être ça en dit autant sur moi, voire plus, que je ne mette pas de like, alors que j'ai une utilisation de Facebook quand même, que si j'en mettais. Et donc, il y a d'autres choses qu'on peut regarder dans toute l'activité qu'on a en ligne. Et donc, en 30 décembre dernier, il y a deux personnes, Matthew Campbell et Michael Orley, qui ont porté plainte contre Facebook. Alors, c'est compliqué de porter plainte contre Facebook parce que c'est un gros mastodonte, ils ont plein d'argent et tout ça. Et puis, comme j'ai essayé de montrer, dans leurs conditions d'utilisation, ils se prémunissent quand même très bien contre le fait de porter plainte. Ils mettent carte sur table. Vos données, elles sont utilisées pour permettre à des annonceurs de vous proposer des contenus qui vous intéressent. Et donc, l'angle d'attaque qu'ils ont choisi, c'est l'angle d'attaque de la messagerie personnelle. Parce qu'il y a beaucoup de services de messagerie personnelle qui existent, et eux, ils estiment qu'il n'y a pas de nécessité d'aller fouiller dans la messagerie personnelle pour pouvoir fournir le service qu'ils fournissent. Et d'ailleurs, l'étude sur les likes aurait tendance à leur donner raison, parce qu'on peut quand même inférer beaucoup de choses rien qu'à partir des likes. Donc ce ne serait pas forcément nécessaire d'aller voir ce que les gens se disent dans leur correspondance 1 à 1 sur différents sujets. Ce qu'ils ont remarqué, c'était que dans les messages, les liens sont interprétés par Facebook. Ils vont aller voir si on envoie un lien en message personnel, ils vont aller voir ce qu'il y a sur la page en question et ils vont le stocker d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est des choses que j'ai déjà dit. Et alors, la question qu'on peut se poser dans une perspective d'éducation média, c'est comment est-ce que ces gens-là, vu qu'on n'a pas d'informations quand même sur les algorithmes qu'il y a à l'intérieur de ces sites-là, comment est-ce qu'eux, ils peuvent savoir que Facebook regarde pour de vrai dans les messages qu'on envoie? Alors, pour le savoir, il y a des connaissances techniques qui sont relativement simples. Ça veut dire que 90% des gens ne peuvent pas les connaître parce qu'il faut avoir appris l'informatique pour pouvoir les connaître. Cela dit, pour avoir une intuition que ça se produit, il y a j'ai fait une faute d'orthographe, c'est non.
tous les utilisateurs avec un S de Facebook ont les moyens techniques pour en faire l'hypothèse. Et donc, il y a un prérequis quand même théorique pour pouvoir faire cette hypothèse. Il est un peu dur. Pour qu'un programme traite des données, il doit les lire. Si on ne sait pas ça, on ne peut pas faire l'hypothèse. Mais si on sait ça, on peut faire l'hypothèse. Donc, je vais vous montrer comment faire cette hypothèse. Donc voilà, je vais envoyer un message à un contact qui s'appelle Carpet4 et je vais lui envoyer la page Wikipédia sur le programme de surveillance Prism. Et on va observer ce qui se passe dans notre navigateur. Donc je colle ça, il y a un petit truc qui se passe et ouais, c'est un chat. D'ailleurs, c'est pas légal hein, d'après Facebook. On doit être un humain et donner sa vraie identité. Donc, faire une page pour son chat, ils ont le droit de la faire. Donc, quand j'ai appuyé sur le bouton Entrée, il y a en dessous des informations qui se sont affichées. Alors, ces informations, c'est pas mal foutu quand même, parce que il se trouve que le titre programme de surveillance et tout ça, c'est exactement ce qui est écrit ici. Donc Prism, également appelé US, machin, tout ça, c'est le même texte qu'on retrouve entre l'un et l'autre. Donc ça veut dire qu'il y a un programme quelque part qui, quand j'ai appuyé sur le bouton Entrée, était voir le lien que j'ai mis pour récupérer des informations qui étaient sur le site en question. Alors là, effectivement, on ne peut pas se prononcer sur est-ce que Facebook, pour de vrai, va stocker tout ça dans sa base de données et tout, parce qu'on ne sait pas ce qu'il stocke. On ne sait pas si le programme il a été exécuté par mon navigateur ou s'il a été exécuté par leur serveur avant de le renvoyer à mon navigateur. Mais on peut avoir l'intuition que quand même, au niveau du lien qui a été envoyé, Facebook pouvait avoir l'information à un moment ou à un autre. Donc si je reviens à la présentation, eux, ils ont eu des moyens techniques pour vérifier que c'était bien Facebook qui allait contacter le serveur et pas le client qui devait le réceptionner. Et puis, ils ont même cité des papiers de gens qui disent qu'à un moment... Alors là, c'est compliqué, hein, ça a été publié au 30 décembre dernier. Ils montrent une manipulation simple pour dire que Facebook intégrait ça, ces messages envoyés en privé, comme des likes. Alors j'ai essayé de faire la manip en 5 minutes, j'ai pas pris beaucoup de temps, donc je n'ai pas de conclusion définitive, mais moi j'ai pas réussi à la faire en 5 minutes. Peut-être si j'avais pris du temps, j'aurais pu. Et puis peut-être que Facebook, au courant de la plainte qui a été déposée contre eux, ont adapté leurs algorithmes et la manière dont fonctionnait le site pour pas que justement tout le monde puisse aller vérifier ça par ses propres moyens. N'empêche que les moyens techniques pour être en mesure de réaliser qu'ils vont voir pour de vrai la page, au-delà de l'aspect like, c'est une estimation à la louche, c'est pas scientifique et tout ça, mais je pense que des étudiants qui ont fait 2 semestres d'informatique à raison de 2 heures par semaine, s'ils ont un tout petit peu d'esprit critique et d'envie de se documenter, ils sont capables de mettre en place un serveur web sur leur ordinateur, de mettre une page dessus, et puis de l'envoyer par message interposé, et d'aller voir dans les fichiers log du serveur qui c'est qui est allé récupérer les données à quel moment. Et c'est juste ça qu'ont fait les entreprises de sécurité qui ont prouvé que Facebook allait voir les liens en question qui sont dans les messages personnels. Donc, si on doit conclure, moi je ne sais pas exactement comment conclure, j'essaie de donner des éléments pour alimenter la réflexion. Les conditions d'utilisation de Facebook sont relativement claires. On utilise l'activité pour proposer de la publicité. Facebook possède dans ses bases de données une mine d'or informationnelle. Ça, les chercheurs de Cambridge ont bien montré qu'on pouvait avoir des outils de connaissance de la population assez puissants si on avait accès à tout Facebook. Là, ils ont 58 000 utilisateurs. Si on multiplie ça par les données réelles qui sont plutôt d'1 milliard d'utilisateurs, on se dit que c'est quand même beaucoup d'informations.
Le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir exactement comment ils s'en servent. Alors, pour savoir comment ils s'en servent, on peut compter sur leur bonne foi, c'est-à-dire qu'ils affichent des choses et qu'ils les font pour de vrai. On n'a pas de raison, là, j'ai pas de raison, je ne peux pas porter d'éléments pour dire non, ils ne sont pas de bonne foi. Et puis les connaissances techniques des utilisateurs, parce que j'ai essayé de montrer, je ne sais pas si j'ai prouvé quoi que ce soit, je ne sais pas où vous en êtes de votre réflexion, mais je pense que là, les connaissances techniques, elles aidaient à comprendre ce qui se passait au sein du média. Et puis l'esprit critique, où là, c'est une compétence transversale. Alors, il y aurait une alternative à la bonne foi, ce serait l'ouverture du code. Finalement, il y a beaucoup d'entreprises et d'organisations qui créent des programmes où ils donnent accès à tout le code qui est derrière. Et donc, si ça existait au niveau de Facebook, je ne dis pas que n'importe qui, tout le monde irait voir dedans, mais les gens qui savent faire, ils pourraient aller voir et puis poser quelques questions. Et puis, l'autre question, c'est qui s'en sert ? Et là, il y a une affaire au mois de juin, dont vous avez sûrement entendu parler, qui met un petit doute quand même, parce que bon, je vous laisserai aller voir, je ne me suis pas documenté outre mesure sur la question. Enfin, dans l'article Wikipédia, ils expliquent que ce que dit l'informateur, c'est la NSA, enfin le gouvernement américain via la NSA, avait un accès direct aux données. C'est-à-dire que là, Facebook ne faisait pas comme avec les publicitaires en leur disant « bah voilà, nous on a compilé les données de nos utilisateurs, si vous voulez savoir qui aime la science-fiction, eh ben, vous utilisez ça ». C'est la NSA qui pouvait avoir les données de Facebook et faire tourner ses propres algorithmes dessus. Donc c'est un problème un petit peu différent quand on voit ce qu'ont réussi à faire les chercheurs anglais avec très peu de données. Après, bon, je ne sais pas où ça en est, si c'est vu que les médias anglais qui avaient eu les documents ont été sommés par leur gouvernement de les rendre au gouvernement américain. Moi, je ne sais pas exactement, peut-être qu'il la fabule complètement et tout ça, mais ça pose une question, quoi qu'il en soit, ça pose une question. Donc, en guise de conclusion, là, je ne me suis pas intéressé beaucoup au cas de ce qui se passe à l'école. Et donc, hier, M. Durper citait Éric Bruyard disant que l'école devait apprendre à lire, écrire, compter et computer. Alors, ce que j'ai essayé de montrer là, c'est que ce n'est pas uniquement une question d'avoir une compétence technique pour la compétence technique. C'est que pour comprendre le monde dans lequel on vit, et donc Christian Jacob hier expliquait aussi qu'il y avait très peu de domaines de la vie qui échappaient complètement à l'outil informatique, pour comprendre tous ces artefacts qui peuplent nos vies, peut-être que d'avoir des compétences techniques, ça aide à alimenter l'esprit critique. C'est pour ça que je mentionnais le rapport de tout à l'heure. Et donc là, dans cette présentation, j'ai utilisé des notions informatiques que je n'ai pas introduites complètement, mais où j'ai essayé de donner un indice de ce qu'elles étaient. La notion d'algorithme, la notion d'analyse descendante, parce que là, oui, je ne vous ai pas dit, mais tout à l'heure, quand je proposais des algorithmes, j'ai raisonné de la manière dont on raisonne quand on crée un programme, la plupart du temps. C'est-à-dire qu'on part d'un problème global, on établit une stratégie pour résoudre le problème global qui va poser quelques problèmes ponctuels. Chacun de ces problèmes ponctuels, on va ensuite les traiter de la même manière pour aller voir dedans ce qui se passe. Et moi, je ne me suis pas intéressé à tous les problèmes ponctuels. Par exemple, celui de comment est-ce qu'on reconnaissait la nudité. J'ai décidé que pour ma question à moi, ce n'était pas pertinent, que c'était Facebook qui s'occupait de ça, que moi, j'allais essayer de voir le résultat de cette question. Donc l'analyse descendante, qui est une manière de réfléchir pour créer des programmes, et TCP/IP, ou que j'ai mentionné à la va-vite, enfin que j'ai pas mentionné, mais que j'ai évoqué à la va-vite dans le cadre de l'expérience sur les messages personnels, parce que c'est tous les protocoles qui entrent en jeu dans les communications Internet. Et donc quelqu'un qui met en place son serveur va savoir des choses du fait qu'il connaît un tout petit peu TCP/IP, pas beaucoup. Et pour donner du poids à ce que je dis, je laisse des gens qui ont une légitimité sur cette question-là, qui sont les membres de l'Académie des sciences, qui ont écrit le rapport de mai 2013 et qui disent que les transformations dues à l'informatique portent un grand message d'espoir, davantage de transparence, plus de proximité, plus de possibilités pour chacun de s'exprimer, plus d'accès à l'information et à l'éducation. Elles peuvent cependant aussi porter atteinte à nos libertés et elles demandent donc à être acceptées et contrôlées par les citoyens et la société. Alors, tant qu'on ne comprend pas comment ça marche, pour le contrôler, c'est vachement compliqué.
Et donc, la question, c'est en tant qu'enseignant, que faire? Parce que si vous allez sur la page Facebook, je trouve qu'ils ont des arguments qui sont très très bons. Ils disent les adolescents, ils grandissent dans un monde numérique, et puis que les adultes sont pas forcément hyper présents dans ce monde-là, et que finalement, si on utilise pour son institution un compte Facebook qui est fermé, on peut créer un genre de sous-Facebook où on va pouvoir les guider sur la gestion des paramètres de confidentialité. Ça va être un moyen d'encadrer les pratiques dans un contexte précis. C'est finalement une métaphore de la vie en société, parce que la question qui a été posée par la responsable de communication du musée du jeu de paume, c'est ben oui, on est dans une société où le point de vue, c'est que l'art, c'est pas la même chose que la pornographie. Et là, ce qui s'est passé, c'était pas exactement l'œuvre d'art qu'ils ont postée a pas été traitée comme telle. Mais ça pose aussi la question de dire bon bah voilà, ça va gêner mon voisin si je porte un t-shirt avec une femme nue, est-ce que ça vaut le coup de le porter parce que j'ai le droit et tout ça, enfin se poser quelques questions sur ces pratiques en société. Donc comme autre élément de réponse, il y a ceux qui précèdent, mais bon, je dis pas que Facebook c'est le mal, j'ai mon avis sur la question, mais on peut aussi répondre que c'est que pour la publicité qu'ils ont ces informations. Et puis, si vous pouvez reprendre aussi au compte de Facebook tous les arguments qui valident la vidéosurveillance en disant si vous n'avez rien à vous reprocher, pourquoi ça vous pose un problème qu'on vous surveille? Je vous laisse prendre position sur cette question-là. Il y a un autre aspect qu'on ignore aussi, enfin qu'on ne peut pas ignorer, c'est que Facebook, c'est un vrai moyen de communication qui est très pratique, qui est très utilisé. Et le mettre au banc de la classe, je ne sais pas dans quelle mesure c'est la bonne réponse à apporter. Et alors, il y a une autre notion qui vient... Alors, je ne sais pas exactement d'où elle vient, je dois dire. Je ne sais pas si c'est une notion de business ou si c'est une notion d'infocom, mais c'est la notion d'effet de réseau. Et je pense que pour décider d'une conduite à mener quant à l'intégration d'un média social dans la classe, savoir ce que c'est que l'effet de réseau, c'est important. Donc l'effet de réseau, c'est quand on parle d'un service ou d'une technologie ou quelque chose comme ça, l'effet de réseau, c'est le fait que ce service prenne de la valeur quand il y a plus de monde qui s'en servent. Donc un exemple évident, c'est le téléphone. Le téléphone, si vous êtes le seul utilisateur au monde qui en a un, le service est pas super. Et donc si vous êtes beaucoup d'utilisateurs avec le téléphone, ça commence à avoir un sens. Après, il faut se poser la question. Donc Facebook, c'est pareil. Si vous êtes seul utilisateur de Facebook, que personne ne va voir ce que vous mettez, que vous n'avez pas d'amis pour aller voir ce qu'ils mettent, bon, c'est pas très intéressant. La deuxième question, c'est comment est-ce qu'on gère cet effet de réseau quand il y a d'autres technologies qui arrivent? Imaginons qu'au moment où le téléphone portable est arrivé, les entreprises qui géraient le téléphone tout court aient dit « Ouais, c'est bien votre téléphone portable, mais ça va nous porter préjudice. Donc, avec votre téléphone portable, vous pouvez vous appeler entre vous. Mais nous, vous ne nous appelez pas. Ça ne marchera pas et on ne pourra pas vous appeler. » Mais je pense que ça aurait sensiblement ralenti l'entrée du téléphone portable dans les pratiques. Parce que prendre un téléphone où on peut être joignable partout, mais où on peut joindre personne, c'est pas, la valeur ajoutée n'est pas démentielle. Et ben dans le cadre des réseaux sociaux, c'est exactement ça le modèle qui est défini. Donc il y a pas, c'est pas le même statut parce que là c'est vraiment quelque chose de complètement privé et tout ça. Mais il y a d'autres réseaux sociaux. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas communiquer avec le compte Facebook de quelqu'un avec un compte d'un autre réseau social. Donc comme l'effet de réseau, ça fait que plus il y a de monde, plus ça a de la valeur. Il y a aussi un effet de capture, c'est-à-dire que le jour où vous dites « Ah ouais, non, mon compte Facebook, j'en peux plus, je veux plus y toucher, je veux une solution différente », ben, vous dites adieu à toutes les communications avec les gens qui sont de vos amis qui sont exclusivement sur Facebook. Donc quand on met le pied dans un réseau social comme ça, hein, après il y a des moyens de passer outre et tout, mais il y a quand même ce problème qui est qu'une fois qu'on connaît plein de gens dans le réseau social, ben partir du réseau social, tant qu'il n'y a pas d'interopérabilité entre les réseaux sociaux, ça veut dire perdre leur contact par ce biais-là. Et selon les usages des uns et des autres, ben ça peut avoir des conséquences. Ce qui fait que, alors que je suis très pénible concernant le libre, je suis toujours sur Facebook. Mais
quand on n'a pas commencé pour de vrai, il y a aussi des solutions libres qui existent. Il y a au moins un qui s'appelle Diaspora, et puis il doit y en avoir d'autres, mais je vous laisserai vous documenter sur la question. Et alors ces solutions libres, elles fournissent le même genre de service que Facebook, sauf qu'au lieu que toutes les données soient centralisées au même endroit, c'est un petit peu comme un serveur mail. Vous avez un serveur qui héberge les données d'un certain nombre d'utilisateurs, qui va communiquer avec le serveur qui héberge les données d'autres utilisateurs et vous permettre de récupérer les données auxquelles vous donnent accès vos amis dans ce réseau social. Ce qui fait que ça ne garantit pas que tous les acteurs seront irréprochables et tout ça, mais s'il y a un acteur qui respecte pas bien la vie privée de ses utilisateurs, il y a quand même la possibilité de récupérer ces données et d'aller les mettre sur un autre serveur. Ce qui n'est pas très possible avec Facebook à l'heure actuelle. Et donc, ces solutions libres, elles peuvent être mises en place s'il y a un service de mail institutionnel au niveau d'une université. Ça veut dire qu'il y a les compétences qui sont nécessaires à la mise en place d'un réseau social de ce type-là, où on va pouvoir contraindre qui accède à quoi, le faire soit en boucle locale, soit ouvert complètement sur les autres utilisateurs de ce réseau social. Les données à l'intérieur, j'ai regardé il y a un moment, je ne suis plus sûr complètement, mais je crois bien qu'elles sont cryptées de telle manière que l'administrateur ne voit pas les données des utilisateurs. Pour voir les données des utilisateurs, il faut être un utilisateur ami, et c'est la seule solution. Donc si elle respecte un petit peu mieux la vie privée des gens. Et du coup, au niveau de l'effet de réseau, on ne dit pas... parce que le problème de créer la page de sa classe avec le réseau Facebook, enfin un problème potentiel, c'est que ceux qui n'ont pas Facebook, ils n'ont pas le service qui est proposé par la page. Et puis, s'ils s'inscrivent sur Facebook, peut-être qu'ils l'auraient fait de toute façon, mais peut-être qu'ils ne l'auraient pas fait comme ça s'ils avaient eu d'autres éléments avant de décider de s'inscrire dessus ou pas. Et donc, pour finir... et approfondir la question, je vous propose quelques liens de propagande. Donc, Eben Moglen, qui est un avocat de Harvard qui a fait la licence GPL, c'est une licence pour le logiciel libre, qui donne une conférence à la conférence Republica qui a eu lieu en 2012 à Berlin, et où autant moi je fais des conjectures et je vous laisse la place de réfléchir, enfin de ne pas être d'accord avec moi, autant lui il a des arguments un petit peu plus massue que les miens. Et l'une des questions centrales aussi, et que pose Eben Moglen, c'est quelle architecture pour le réseau, parce que là ce qu'on voit avec les mastodontes du web, c'est que finalement, alors que le web c'était prévu pour des relations de pair à pair, pour que chacun puisse être serveur et client, et donc envoyer soi-même ses données vers les autres, le fait est que l'architecture du réseau, elle se centralise de plus en plus. Et donc il y a une conférence de Benjamin Bayard qui est plus technique et moins sur des aspects sociaux que ceux d'Eben Moglen, mais qui explique aussi un petit peu ces enjeux. Voilà, j'ai fini de vous embêter.